Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour plonger ensemble dans l'épisode 382 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé en avance ce mercredi 23 juillet 2025 sur TF1. Un épisode particulièrement intense, chargé en émotions fortes, en révélations inattendues et en tensions explosives. Dans cet épisode haletant, nous retrouvons le commissariat sous haute tension. Patrick Nebou poursuit inlassablement son enquête autour de l'affaire Delma. Face à lui, le coach se défend maladroitement, visiblement acculé, tandis que l'ombre d'Esteban plane. A-t-il agi seul? Qui manipule qui? Et surtout Laura, que l'on croyait irréprochable, se révèle bien plus trouble qu'il n'y paraît, allant jusqu'à droguer Esteban. Une trahison qui risque de rebattre toutes les cartes. Pendant ce temps, Morgane et Jules vivent une véritable tragédie intime. À peine sorti de garde à vue, Jules encaisse la trahison de Morgane, incapable de pardonner cette blessure profonde. Leur confrontation est bouleversante, entre rancœur, douleur et regret, leur histoire d'amour vole en éclats, laissant Morgane seule, accablée par la culpabilité. Mais la tension est partout, au pavillon des fleurs, Chloé tente de se reconstruire, et sa rencontre sincère avec Bahram, marquée lui aussi par les épreuves, ouvre une parenthèse d'émotions pures, où deux âmes cabossées se reconnaissent. Et que dire de la terrible scène au centre d'entraînement, où Morgane craque sous la pression impitoyable de Delma. Humiliée, elle s'effondre avant que Florence Lyotta, la mère de Vadim, ne fasse irruption, prête à tout pour protéger les jeunes. Une scène saisissante où colère, amour maternel et drame personnel se télescopent. Cet épisode nous entraîne aussi dans l'intimité de Babette, profondément troublée par la présence de Mathieu mais rattrapée par une annonce inattendue qui va tout remettre en question, le départ de Mathieu pour une mission lointaine, laissant derrière lui un parfum d'inachevé. Amour, trahison, révélation, douleur. Le Mistral est le théâtre de bouleversements profonds. Installez-vous confortablement, nous allons décrypter ensemble chaque détail de cet épisode où personne ne sortira indemne. Dans le bureau feutré du commissariat, Patrick Nebou croise les bras, son regard perçant braqué sur Delma, assis en face de lui. Le coach semble sincèrement perdu, secouant la tête d'un air las. Franchement, commandant, soupire-t-il, je ne vois pas qui pourrait me détester au point de vouloir me tuer. Mais Nebou reste impassible, ses yeux scrutant la moindre hésitation, le moindre tressaillement sur le visage de Delma. Pourtant, poursuit-il calmement, quelqu'un a bien pris le risque de saboter cette bouteille. Il marque une pause, puis ajoute. Esteban a un mobile sérieux. Vous avez parlé de tension entre vous. Et s'il avait demandé à quelqu'un de trafiquer la bouteille? Delma blêmit légèrement, pris au dépourvu. Il tente de répondre. Esteban? Oui, il y a eu des désaccords mais de la A. Nebou l'interrompt, plus incisif. Justement. Je me demande, Delma, est-ce que vous nous avez tout dit? Son ton est devenu plus dur, plus suspicieux. Il sent qu'une part de la vérité lui échappe encore. Au même moment, une autre révélation sème le trouble ailleurs, les policiers viennent d'apprendre que Laura a drogué Esteban. Le choc est immense, derrière son visage sûr d'elle, Laura cachait une manipulation beaucoup plus sombre qu'il ne l'imaginait. Ce nouveau fait pourrait bien tout rebattre dans cette enquête où les apparences sont décidément trompeuses. Désormais, Patrick Nebou le sait, l'affaire est loin d'être résolue et Delma lui-même pourrait bien taire des informations cruciales, volontairement ou non. À la sortie du commissariat, Jules marche à grands pas, l'air fermé, les traits tirés par la fatigue et l'amertume. Il vient à peine de sortir de garde à vue, encore sonné par ses heures passées à répondre aux questions des enquêteurs. Dans la rue, Morgane l'attend. Dès qu'elle l'aperçoit, elle s'avance vers lui, visiblement nerveuse, la gorge nouée par la culpabilité. Jules, murmure-t-elle, la voix tremblante. Je suis désolée pour ce que tu as vécu. Mais Jules ne ralentit même pas. Il la regarde brièvement, son regard chargé de colère contenue. Désolé? Répète-t-il, amer. Tu m'as laissé me faire accuser sans rien dire, Morgane. Sa voix est dure, tranchante. Morgane encaisse le coup, blessée mais consciente qu'elle mérite cette colère. Elle tente de se justifier, la voix brisée. Je sais.
Je suis désolée de ne pas t'avoir soutenu quand ils t'ont embarqué, mais je t'assure, ce qui s'est passé avec Steve, ce n'était pas prémédité. Jules se fige un instant, ses yeux brillant d'une douleur plus profonde encore. Pas prémédité, murmure-t-il, presque pour lui-même. Tu crois que ça change quoi pour moi? Un silence pesant s'installe. Morgane cherche son regard, mais Jules détourne la tête. Sa blessure est trop fraîche, trop vive. Tu m'as trahi, Morgane, souffle-t-il avant de s'éloigner, le cœur lourd. Morgane reste seule sur le trottoir, incapable de bouger, écrasée par la culpabilité et l'amertume. Elle sent confusément que, malgré ses excuses, le fossé qui les sépare est peut-être devenu infranchissable. Le soir est tombé sur la résidence Massalia, enveloppant le quartier d'une lumière tamisée et d'un calme trompeur. Dans un coin du jardin, Morgane et Jules se font face, seuls, comme suspendus dans un dernier face-à-face inévitable. Morgane prend une grande inspiration, rassemblant son courage. Sa voix est douce mais teintée de douleur. Je sais que je t'ai énormément aimé, Jules. Elle marque une pause, son regard tremblant plongé dans celui de son ex-compagnon. Mais ce que je regrette le plus aujourd'hui, poursuit-elle, la voix brisée par l'émotion, c'est de t'avoir fait du mal. Ses yeux brillent, prête à tout lui avouer, à tout déposer entre eux comme pour solder définitivement cette histoire. Mais Jules reste impassible, figé, le visage fermé. Il laisse s'installer un silence pesant avant de lâcher, d'une voix lasse, sans colère mais avec une froide résolution. Au moins, maintenant c'est clair. Puis, sans un mot de plus, il tourne les talons. Son pas est ferme, décidé. Il ne se retourne pas. Morgane le regarde s'éloigner, le cœur serré, consciente qu'elle vient de mettre un terme définitif à ce qu'ils avaient été. Dans le silence de la nuit, elle reste seule, confrontée à ce vide douloureux qu'elle a elle-même provoqué tandis que Jules, lui, referme derrière lui cette page, sans savoir s'il en tournera une autre un jour. En fin d'après-midi, le Mistral est encore animé. Derrière le comptoir, Gabriel repère Bahram installé seul à une table, l'air épuisé. Les traits tirés, les yeux cernés, Bahram sirote distraitement un café devenu tiède. Gabriel s'approche, un dossier sous le bras, et prend place face à lui, avec un sourire chaleureux mais discret. « Salut Bahram », lance-t-il d'une voix calme. « Luna m'a dit que tu enchaînes les heures aux urgences. » Bahram relève à peine les yeux, esquissant un sourire fatigué. « Oui, j'essaie de m'intégrer, de me rendre utile. » Gabriel, sans insister ni se montrer intrusif, sort doucement un petit paquet de fiches cartonnées qu'il pose sur la table, juste devant Bahram. « Tiens, dit-il simplement. Ce sont des fiches que j'avais préparées pour des congrès, à l'époque un lexique médical anglais-français, bien pratique. » Bahram reste un instant figé, surpris par cette attention inattendue. Il prend les fiches entre ses mains, les feuillette rapidement puis lève enfin les yeux vers Gabriel, sincèrement touché. « Merci, murmure-t-il, la voix un peu brisée par l'émotion. Vraiment je n'y attendais pas. Gabriel se contente d'un sourire complice. Si ça peut t'aider c'est normal. Bahram acquiesce doucement, incapable de masquer la gratitude qui traverse son regard. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent un peu moins seul dans ce parcours semé d'embûches et ce simple geste de Gabriel lui redonne un souffle d'espoir. Dans un couloir discret du centre d'entraînement, Morgane avance lentement, encore faible après son malaise, quand elle s'arrête soudain. Derrière une porte entr'ouverte, des voix s'élèvent. Curieuse, elle se fige, tend l'oreille et reconnaît immédiatement celle de Laura, tendue, presque paniquée. C'était juste pour qu'Esteban soit moins performant à l'épreuve, j'ai mis un peu de MDMA, mais j'ai tout jeté depuis. Un choc brutal traverse Morgane. Ses yeux s'écarquillent, son cœur se serre, sa propre sœur vient d'avouer l'impensable. De l'autre côté de la porte, la voix de Delma, plus sèche, chargée de rancune. « Tu te rends compte de ce que tu as fait, Laura ? Je t'ai fait confiance et toi, tu droguais un candidat. » Laura tente de se défendre, la voix pressée, nerveuse. « Je n'ai pas voulu que ça aille si loin, je voulais juste que ça le freine un peu, c'est tout. » Mais Delma, visiblement ébranlée, la coupe, plus grave. « C'est trop tard, Laura. Maintenant, je dois comprendre qui m'en veut vraiment.
Il baisse la voix, presque inquiet. Avant que Nebu ne découvre la vérité. Morgan reste derrière la porte, figé. Dans sa poitrine, tout s'emballe, sa sœur est mêlée à une machination bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait et Delma cherche désormais à dissimuler la vérité, quitte à protéger Laura. Une trahison de plus, une blessure de trop. En silence, elle s'éloigne, bouleversée, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa sœur et Delma est en train de voler en éclats et désormais, elle sait qu'elle devra choisir de quel côté elle se trouve. Dans une ruelle tranquille, à l'écart du tumulte de la résidence, Morgan s'arrête brusquement devant Laura. Son regard est dur, blessé, mais aussi empli de déception profonde. « Laura » murmure-t-elle, la gorge serrée, avant de relever la tête pour planter ses yeux dans ceux de sa sœur. « Pourquoi ? Pourquoi tu as triché ?» Laura recule d'un pas, visiblement prise au piège. Morgan insiste, sa voix montant sous le poids de l'émotion. « Tu n'avais pas besoin de ça, Laura. Tu étais la meilleure d'entre nous. Pourquoi tu as pris ce risque insensé ?» Laura baisse les yeux, incapable de soutenir ce regard qui la juge mais surtout qui la connaît trop bien. Après quelques secondes de silence pesant, elle éclate, les larmes aux yeux. « S'il te plaît Morgan, tais-toi. » Sa voix est suppliante, presque brisée. « Si Nebu apprend ce que j'ai fait, je serai radiée. » Tu comprends ? Radiée de la police ? Elle pose une main tremblante contre le mur, cherchant à retrouver son souffle, mais ses mots jaillissent, incontrôlables. « Ce boulot c'est ma vie, Morgan. Ma seule raison de tenir debout. » Puis, d'un ton plus sombre, la voix étranglée par l'émotion. « Si on me vire, je ne tiendrai pas. Je préfère encore me flinguer que de perdre ça. » Ces mots frappent Morgan de plein fouet. Elle reste figée, bouleversée par la détresse crue de sa sœur. La colère en elle vacille, laissant place à une angoisse profonde. Laura ne joue plus, elle est au bord du gouffre. Un silence lourd s'installe entre elles, chargé de douleur, de honte et d'amour mêlés. Morgan sent confusément que quoi qu'elle fasse, rien ne sera simple désormais. Protéger Laura ou révéler la vérité, chaque choix aurait des conséquences irréparables. Au cabinet médical, Babette s'efforce de garder une posture professionnelle. Assise en face d'une patiente, elle prend des notes, mais ses gestes sont mécaniques, son regard un peu absent. Et pour cause, dans le couloir, elle a aperçu Mathieu, installé dans la salle d'attente, attendant calmement son tour. À cet instant précis, une vague de souvenirs l'envahit, incontrôlable. Leur nuit d'amour, les gestes, les regards échangés, la tendresse inattendue de cet instant qu'elle croyait derrière elle. Elle revoit chaque détail avec une précision troublante, incapable de s'en détacher. La voix de la patiente la ramène brutalement au présent. « Docteur, ça va ?» Babette relève les yeux, masquant tant bien que mal le trouble qui traverse son visage. « Oui, excusez-moi, j'étais distraite », murmure-t-elle, s'efforçant de retrouver sa concentration. Mais au fond d'elle, tout vacille. Depuis qu'elle a revu Mathieu, cette histoire qu'elle croyait close revient la hanter. Son cœur bat plus vite malgré elle, tiraillée entre la raison et ce qu'elle doit préserver et ce désir ancien qui semble renaître en présence de cet homme. Derrière la porte, elle entend la voix de Mathieu parler à une infirmière, ce simple son suffisant à raviver le trouble qu'elle tente de dissimuler. Babette comprend alors qu'elle n'a peut-être jamais vraiment oublié et qu'il suffira d'un simple regard échangé tout à l'heure pour le confirmer. Chloé balaie énergiquement le sol du pavillon des fleurs. Sa jambe, désormais totalement rétablie, ne la fait plus souffrir, elle se déplace avec aisance, concentrée sur ses heures de ménage qu'elle effectue avec un mélange de fierté et de détermination. Alors qu'elle astique une table près de la baie vitrée, Bahram entre discrètement dans la pièce. Il la regarde quelques instants, observant avec curiosité cette femme dont il a entendu parler mais qu'il ne connaît pas encore. Chloé relève la tête et croise son regard. Elle lui adresse un sourire chaleureux. « Bonjour. Vous êtes nouveau ici ?» Bahram, encore un peu réservé mais touché par l'accueil, répond avec douceur. « Oui Bahram. Je viens souvent ici entre deux gardes à l'hôpital. » Chloé repose son chiffon et s'approche, curieuse. « Moi c'est Chloé. Je fais quelques heures de ménage ici, je me relève doucement d'une période compliquée. »
Bahram incline la tête, sincèrement intéressé. Je crois qu'on a un point commun, alors. Moi aussi, je me bats pour retrouver ma place, pour valider mes équivalences. Chloé acquiesce doucement. Oui, on se bat tous les deux pour quelque chose qui compte. Bahram esquisse un sourire, touché par ces mots simples mais justes. Un respect mutuel s'installe immédiatement entre eux, deux trajectoires cabossées, mais deux volontés entières. Leur conversation continue tranquillement, presque naturelle, comme deux âmes qui se reconnaissent dans leur lutte respective. Dans cet instant suspendu, chacun comprend qu'il pourra trouver en l'autre une écoute sincère, peut-être même un nouveau soutien inattendu. Devant l'espace nautique, Vadim marche d'un pas rapide, le sac de son matériel médical sur l'épaule. Mais en arrivant à l'entrée, il s'arrête net, sa mère est là, assise sur un banc, emmitouflée dans son manteau, le regard inquiet braqué sur la porte vitrée. Elle se lève aussitôt en l'apercevant, les bras croisés, la mine grave. « Vadim, je voulais te voir avant que tu entres. » Vadim soupire doucement, conscient qu'elle est rongée d'angoisse depuis l'accident de Morgane. Il s'approche d'elle, la voix calme mais ferme. « Maman, je t'ai déjà dit, il n'y a pas de risque pour moi. » Elle secoue la tête, incapable de se rassurer. « Comment tu veux que je ne m'inquiète pas après ce qui s'est passé ? Tu es au milieu de ces policiers, ces épreuves et cette histoire de bouteille sabotée. » Vadim la regarde quelques secondes, puis esquisse un sourire tendre, touché malgré tout par son inquiétude. « Viens, dit-il soudain, en lui tendant la main. Sa mère le regarde, surprise. « Où ? » Vadim insiste. « À l'intérieur. Viens voir par toi-même. Tu verras que je ne suis pas en danger, que je suis juste là pour faire mon travail. » Elle hésite un instant, mais finit par saisir sa main. Vadim l'entraîne doucement à l'intérieur, prêt à lui montrer qu'elle n'a pas à s'angoisser autant, même au fond de lui, il sait bien que sa mère restera toujours inquiète parce qu'elle l'aime plus que tout. Mais peut-être qu'en lui faisant découvrir son univers, elle finira par apaiser ses craintes un peu. Dans un couloir désert du cabinet médical, Sorigny et Babette se retrouvent seuls après la consultation. L'ambiance est étrangement feutrée, presque solennelle. Sorigny, le regard fuyant, brise finalement le silence d'une voix douce mais ferme. « Je voulais te dire, je pars en mission au Bangladesh, en septembre. » Babette reste immobile, surprise, touchée par la brusquerie de la nouvelle. Elle tente de masquer son trouble mais sa gorge se serre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mathieu poursuit. « J'ai essayé mais je crois que je n'ai jamais vraiment trouvé ma place ici, au Mistral. » Il parle sans rancœur, presque avec fatalisme, mais Babette sent qu'il y a une vérité plus profonde derrière ces mots, il fuit aussi cette proximité entre eux, ce lien fragile qui s'était ravivé. Elle prend une grande inspiration et murmure simplement. « Tu vas me manquer. » Ces 4 mots, lourds d'un mélange de regret et de sincérité, suspendent un instant le temps entre eux. Mathieu la regarde enfin droit dans les yeux et répond d'une voix douce mais résolue. « Mais c'est mieux comme ça, non ? » Babette force un sourire, douloureux, et acquiesce, la voix étranglée. « Certainement. » Mais dès que Mathieu tourne les talons, s'éloignant dans le couloir, Babette reste seule, figée, le cœur chamboulé. Une tempête intérieure la traverse, elle mesure à cet instant tout ce qu'elle a ressenti pour lui et tout ce qu'elle s'apprête à perdre. Au bord du bassin, Delma réunit les candidats, le regard dur et déterminé. Sa voix résonne sèchement au-dessus du clapotis de l'eau. Nouvelle épreuve aujourd'hui, un exercice complet sous l'eau. Le chrono du jour comptera dans votre note finale. Tous les regards se tournent vers lui, mêlant nervosité et concentration. Morgane, elle, se sent déjà fragile. Le poids des derniers événements pèse lourdement sur ses épaules, ses mains tremblent légèrement alors qu'elle ajuste son masque. Au signal, elle se lance mais dès les premières secondes, elle sent qu'elle perd ses moyens. Sa respiration s'emballe sous l'eau, ses gestes deviennent maladroits. À mi-parcours, elle panique, sort précipitamment du bassin, incapable d'aller au bout. En sortant de l'eau, elle croise immédiatement le regard impitoyable de Delma, qui lâche sèchement, sans ménagement. « Tu as été nulle. » Ces mots claquent comme une gifle. Morgane, déjà au bord de l'épuisement moral, se met à pleurer, submergée par le stress et l'humiliation.
Mais soudain, une voix forte interrompt le silence pesant qui s'est abattu autour du bassin. « Tu n'en as pas marre de détruire des gamines ?» Tous se retournent, c'est Florence Lyotta, la mère de Vadim, qui vient d'arriver. Son regard lance des éclairs, sa colère est palpable. Delma tente immédiatement de calmer le jeu, les mains levées dans un geste d'apaisement. « Madame, calmez-vous. Ce n'est pas ce que vous croyez ?» Mais Vadim s'interpose, fermement, conscient que la colère de sa mère risque d'exploser davantage. Il s'avance vers elle, posant doucement une main sur son bras. « Maman, ça suffit, lâche l'affaire. » Le ton est calme mais ferme, une supplique autant qu'un avertissement. Florence, les yeux embués d'inquiétude pour son fils, hésite quelques secondes avant de baisser légèrement les bras. Pendant ce temps, Morgane, recroquevillée sur le banc près du bassin, sanglote en silence. Cette épreuve est bien plus qu'un simple exercice pour elle, c'est une véritable remise en question de sa place et de ses forces. Et voilà, cet épisode 382 de Plus belle la vie du mercredi 23 juillet 2025 nous a offert une plongée saisissante au cœur des blessures humaines, des secrets qui se dévoilent enfin et des relations qui se brisent sous la pression des mensonges et des silences. On retient notre souffle après cette enquête qui prend une tournure toujours plus sombre avec l'aveu bouleversant de Laura, prête à tout sacrifier pour sauver sa place, la douleur de Jules, définitivement éloignée de Morgane, la détresse silencieuse de Babette, tiraillée entre son cœur et sa raison, et la rage protectrice de Florence, surgissant face à Delma dans une scène marquante. Mais au milieu de tout cela, un rayon de lumière, la rencontre sincère entre Chloé et Bahram, deux personnages meurtris mais courageux, qui se retrouvent autour de valeurs communes et d'un respect mutuel, offrant une note plus douce à cet épisode où tout vacille. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce résumé détaillé et passionné avec nous. On espère qu'il vous aura permis de mieux savourer l'intensité de cet épisode avant sa diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires, dites-nous quel moment vous a le plus marqué, quel personnage vous a le plus ému, et abonnez-vous pour continuer de partager ensemble ces histoires toujours plus fortes qui font vibrer le Mistral. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout restez curieux, à plus belle la vie, rien n'est jamais vraiment terminé.